Bonjour et bienvenue, c'est la chaîne d'Alan Talk Gobelin Noob. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur les règles et la bataille de notre fascicule numéro 33, bien évidemment. On va débuter par les règles et on va découvrir de nouveaux éléments. Ces nouveaux éléments, ce sont les sorts persistants prédateurs, les prêtres et leurs prières. Alors, on débute évidemment par les sorts persistants prédateurs. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, on a vu la dernière fois qu'il pouvait exister des sorts persistants. C'est-à-dire qu'à l'inverse d'un sort classique, d'un coup de magie, on va dire qu'un sorcier pourrait sortir, un sort persistant est un sort qui va rester sur le champ de bataille d'un tour à l'autre, d'un round à l'autre. Ici, le sort persistant prédateur va encore avoir une autre spécificité, c'est qu'il va pouvoir se déplacer. Il va se déplacer avec les caractéristiques qui sont sur sa charte d'unité propre, mais potentiellement il va pouvoir aussi voler. S'il a cette capacité-là, il va pouvoir aussi voler. Et ça, c'est des choses qu'il va falloir que l'on apprenne aussi à maîtriser. Ce qui est important, c'est que donc il peut se déplacer. Mais comment est-ce qu'on le contrôle ? Pour le contrôler, il faut qu'on ait un sorcier qui soit à moins de 30 pouces de lui. Une fois qu'on l'a convoqué, il est alors contrôlé par cette figurine de sorcier. Avant ça, c'est ce qu'on appellera un sauvage, un sort persistant prédateur sauvage. Donc il faut bien faire la différence entre les deux. Le sort persistant prédateur contrôlé, le sort persistant prédateur sauvage. Le sauvage va se déplacer un tout petit peu plus aléatoirement, c'est-à-dire qu'il ne sera pas en contrôle d'un sorcier. Le contrôlé, lui, sera en contrôle d'un sorcier. Donc s'il y a plusieurs sorts prédateurs, ça veut dire qu'il va falloir déterminer en début de jeu lesquels seront contrôlés par un sorcier et lesquels ne pourront être contrôlés par un sorcier. Pour les déplacer, eh bien, c'est très simple. Après qu'on ait déterminé le contrôle de ces sorts persistants, c'est le joueur dont c'est le tour qui va déplacer ces sorts persistants contrôlés par ses sorciers amis. Puis, son adversaire va faire de même. Et donc, une fois que tous les sorts persistants prédateurs contrôlés auront été déplacés, et bien alors dans ce cas-là, s'il reste encore des sorts sauvages, on va les déplacer chacun notre tour, en commençant par le joueur, bien évidemment, dont c'est le tour. Et ce, jusqu'à ce que les sorts persistants prédateurs sauvages aient tous été déplacés eux aussi. Ensuite, lorsqu'un joueur choisit un sort persistant prédateur pour le déplacer, bien évidemment, on va considérer aussi qu'il est le joueur qui le commande, et ça jusqu'à la prochaine phase de héros. Ça, c'est très important. Tous les autres sorts persistants sont commandés par le joueur qui les a convoqués. Si vous n'avez pas compris, c'est très simple. Je vais relire la phrase exacte de la page. Lorsqu'un joueur choisit un sort persistant prédateur pour le déplacer, il est considéré comme le joueur qui commande le sort persistant prédateur jusqu'au début de la prochaine phase de héros. Ça, c'est ce qu'on vient de dire. Tous les autres sorts persistants sont commandés par le joueur qui les a convoqués. Voilà. Ensuite, les prêtres. Les prêtres, eh bien, en fait, c'est un petit peu, on va dire qu'ils fonctionnent un petit peu sur le même principe que les sorciers. Pour être prêtre, il faut déjà, dans sa charte d'unité, avoir le mot clé prêtre. Ça paraît logique. Et en fait, chaque prêtre peut réciter une prière qu'il connaît à sa phase de héros. Tous les prêtres connaissent à la base 2 prières, encore une fois, un petit peu comme les sorciers. Mais donc les 2 prières qu'ils connaissent, ce sont bénédiction et châtiment. On les verra juste après, bien évidemment. Et puis, bien évidemment, chaque prêtre va connaître les prières qui sont sur sa charte d'unité. Ça paraît logique. Pour réciter une prière, eh bien, en fait, au même titre qu'un sorcier, on va faire un jet de récitation avec une valeur d'exaucement. Voilà. Autrement dit, on va jeter un dé, et si le jet de récitation est supérieur ou égal à la valeur d'exaucement, eh bien la prière est exaucée. A l'inverse, on peut avoir ce que l'on appelle la colère divine. C'est un peu comme le fiasco, c'est-à-dire que si on fait 1 sur ce jet de récitation, si on fait 1, évidemment, la prière rate, colère divine, et on subit une blessure mortelle.
Les prières, donc, elles ont une valeur d'exaucement. Je prends l'exemple ici de la bénédiction et du châtiment. Ce sont les deux prières que chaque prêtre connaît. La bénédiction, c'est une prière valeur d'exaucement de 4, une portée de 12 pouces. Techniquement, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez choisir une unité amie, visible bien évidemment, et entièrement à portée, c'est-à-dire entièrement à 12 pouces maximum du prêtre. Et jusqu'au début de la prochaine phase de héros, eh bien, l'unité aura alors une protection à 6+. Protection à 6+, ça veut dire quoi? Je le rappelle, c'est une fois qu'on a fait le combat, une fois qu'on a fait le jet de sauvegarde, si le jet de sauvegarde ne réussit pas, eh bien, on peut faire un jet de protection, c'est-à-dire techniquement un deuxième jet de sauvegarde, sauf que celui-ci sera à 6+. Le châtiment, deuxième prière donc, que tous les prêtres connaissent, le châtiment est une prière donc, qui a une valeur d'exaucement de 2. Normalement très facile à poser. Une portée de 48 pouces, c'est énorme, hein, ça laisse vraiment un grand champ de prière et de grand champ de couverture. Et donc si la prière est exaucée, on va choisir un prêtre ennemi, visible et à portée, et le prêtre ennemi va subir une blessure mortelle. Si ce jet de récitation est de 6 ou plus, le prêtre ennemi subit alors D3 blessures mortelles au lieu de 1. Alors, j'aimerais savoir comment ça peut être 6 ou plus, sachant qu'on est sur 1 D6. Hein, le lancement, c'est 1 D6. C'est pas 2, si je me trompe pas. C'est ce qu'on vient de voir. Donc, jet de récitation, c'est en jetant 1 dé. Donc, à moins qu'on jette autre chose qu'un dé de 6, je vois pas comment on peut faire plus de 6. Mais bon, sur un 6 ou plus, le prêtre prend D3 blessures mortelles. Donc, sur le châtiment, c'est très simple. Un prêtre ennemi à 48 pouces ou moins, on lance un dé. Si on fait 1, c'est nous qui prenons une blessure mortelle parce que on rate notre prière, hein, c'est la blessure divine. Si on fait 2 à 5, le prêtre ennemi prend une blessure mortelle. Si on fait un 6, il prend des 3 blessures mortelles. Très très simple. Ensuite, les invocations. Les invocations, donc, ce sont des entités divines qui sont convoquées, hein, comme leur nom l'indique, sur le champ de bataille, en récitant une prière notée sur la charte d'invocation. Techniquement, on ne peut attaquer une invocation, ni l'affecter par des aptitudes. On peut déplacer les figurines par-dessus ou à travers une invocation comme si elle n'était pas là. Mais une figurine ne peut pas finir son mouvement sur une invocation. Les invocations donc, sont commandées par le joueur qui les a convoquées. Ça paraît assez logique. Et une fois qu'on l'a retirée du jeu, elle peut être de nouveau convoquée à la prière suivant sa charte d'unité. Qu'est-ce que c'est que convoquer une invocation? Eh bien, en fait, pareil, un peu comme la prière, on va pouvoir tenter de convoquer une invocation par chaque prêtre ami. Quand la prière utilisée pour convoquer l'invocation est exaucée, donc l'invocation est placée sur la table. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme la prière, sauf que là, on va demander une invocation, en fait. Et s'il y a des restrictions, bien sûr, eh bien, on faudra respecter ces restrictions pour que l'invocation puisse être ou non déposée sur la table. Donc, ce qui est important, c'est qu'on va donc pouvoir invoquer une unité, quelque chose comme cela, quelque part sur le terrain. Mais on peut aussi défendre ces invocations, on peut se défendre, on peut bannir des invocations, un peu comme on a pu conjurer des sorts. Donc au début de cette phase de héros, on peut tenter de bannir une invocation avec chaque prêtre que l'on a, et donc au lieu de réciter une prière, on peut tenter en fait de bannir les invocations adverses. En sachant que un joueur ne peut pas tenter de bannir la même invocation plus d'une fois par phase. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai plusieurs prêtres, je ne vais pas pouvoir tenter 3 bannissements, 3 bannissements d'invocation. Si je ne la réussis pas, je la rate pour ce tour. Point.
Pour tenter de bannir une invocation, en fait, on va choisir justement une invocation qui est visible à 48 pouces. Jusque-là, pas de souci. On fait un jet de bannissement. On jette un dé. Si le jet est supérieur à la valeur d'exaucement de l'invocation, alors elle est bannie et elle est retirée du jeu. C'est assez simple, assez classique. On a un petit peu l'habitude maintenant de ce fonctionnement. Une invocation donc ne peut pas être convoquée à nouveau au tour où elle a été retirée du jeu. Ça veut dire quoi? Là aussi, on sait qu'on peut refaire venir une invocation, mais pas sur le même tour. Il faudra attendre le tour prochain pour pouvoir réinvoquer l'invocation. Il y a quelque chose quand même qui est très important. Les prêtres peuvent tenter de conjurer des sorts persistants, de bannir des invocations. Mais les sorciers peuvent seulement tenter de conjurer des sorts persistants. Donc ça c'est important, parce que les sorciers vont pouvoir conjurer des sorts, c'est pas anodin. Par contre, les prêtres vont pouvoir faire et les sorts et les invocations. Voilà. Une invocation, donc, elle reste en jeu jusqu'à ce qu'elle soit retirée du jeu. Ça, on vient de le voir comment, avec le bannissement. Mais il y a plusieurs possibilités pour qu'elle soit retirée du jeu. Soit elle est bannie, soit elle touche le bord du champ de bataille, comme les sorts persistants. Soit il y a une méthodologie, il y a une technique, une méthode prévue dans une des chartes, une aptitude d'allégeance qui permet de retirer cette invocation du jeu. Voilà, ça c'était les règles de la semaine. Un petit peu plus compliqué que d'habitude, c'est normal. On a passé les caps. Là, on est maintenant, on multiplie les possibilités. On a vu les sorciers. Maintenant, il faut qu'on voit aussi les prêtres. Et on en a plusieurs. Donc, c'est logique que ça monte en gamme, entre guillemets. On passe maintenant à la tactique de l'ordre. Vous le savez, dans les prochains numéros, on nous propose de découvrir les tactiques les plus utilisées, ou en tout cas les plus et les moins de chaque unité que nous avons en garnison maintenant. Donc aujourd'hui on fait ça avec la chevaleresque Arcanum. On a déjà vu les vindicteurs et les éventreurs. Pour la chevaleresque Arcanum, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un sorcier qui est utile dans toute armée. C'est un sorcier fantastique, pour une force de l'éternel de l'orage. Elle peut dissiper des sorts, elle apporte un bon soutien magique, et elle a une puissance de feu mystique qui est assez dévastatrice. Justement, dans ces points positifs, on a la sorcellerie. Évidemment, en tant que sorcier, la chevaleresque Arcanum ajoute une gamme de sorts utiles à votre armée. Bouclier mystique, bien évidemment, le trait magique, mais aussi le flamboiement des cieux, qui est un excellent vecteur de dégâts. Elle a pas mal d'endurance. La plupart des sorciers, comme ceux des armées de la destruction, ont de faibles sauvegardes, et donc peu de blessures. En revanche, la chevaleresque Arcanum, elle est assez résistante comparée aux autres sorciers ennemis. Donc ça peut avoir ainsi un bon point d'intérêt. Elle a quand même des faiblesses, c'est qu'elle est assez résistante pour supporter un assaut ennemi, mais elle fera pas beaucoup de dégâts en mêlée en représailles, c'est-à-dire qu'elle n'est pas très puissante en corps à corps. Donc l'idée, c'est quand même d'essayer de la garder légèrement en retrait, de la garder en hors de la mêlée, en soutien des unités, mais pas forcément en bataille directe. Elle est tireuse d'élite mystique. J'aime bien cette phrase. Le flamboiement des cieux, on l'a vu, elle a des caractéristiques, elle a des aptitudes, elle peut lancer des sorts, dont le flamboiement mystique. Le flamboiement mystique, c'est une des meilleures façons donc d'utiliser la chevaleresque Arcanum pour tuer entre autres les héros ennemis à longue distance. Ensuite, notre Seigneur Impératant. Le Seigneur Impératant, lui, il va aider à appliquer la stratégie sur le champ de bataille grâce à plusieurs aptitudes qui sont hyper intéressantes. Si on tente de tuer ce pilier tactique, il devra d'abord braver toutes les attaques, parce qu'il en a plusieurs, et les caractéristiques de sauvegarde qui sont très importantes sur ce Seigneur. Deux aptitudes positives là aussi, l'aptitude de puissance, il a des aptitudes très puissantes. Seigneur Impératant donc permet de donner plus d'ordre
et déployer des unités près des lignes ennemies. Ça, c'est quelque chose que personnellement j'utilise assez peu jusqu'à maintenant, ce sont les unités de réserve. Ces deux aptitudes-là sont donc incroyablement puissantes et flexibles. En effet, le Seigneur Impératant permet de donner des ordres, ça c'est hyper important, mais il permet aussi de pouvoir déployer une unité amie très très proche des unités ennemies. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Il a de très très bonnes caractéristiques. Ça c'est le deuxième point positif, c'est qu'en effet avec cette blessure, une sauvegarde à 3+, il a de très bonnes attaques, il a un Griff Dog qui est là aussi pour l'accompagner, il peut affronter de nombreux ennemis, même des nombreuses unités ennemies. Par contre, il a besoin d'un petit peu de protection, c'est logique, hein, parce qu'il a beau être très fort, forcément ça va en faire une cible privilégiée pour l'adversaire. Donc pour l'exploiter, il faut quand même essayer de le protéger, il faut quand même lui mettre un petit peu de char à canon devant lui, quoi. C'est un petit peu l'idée. Donc, encore une fois, on va pouvoir utiliser les aptitudes du Seigneur Impératant, par exemple l'aptitude Descendant de l'Orage. L'aptitude Descendant de l'Orage, c'est une aptitude qui, je le rappelle, va permettre de déployer des Vindictors, entre autres, hein, des Stormcast Eternal, très proches de ses adversaires. Donc ça, c'est hyper intéressant, parce que ça va pouvoir permettre potentiellement d'avoir un vrai game changer, hein, sur la partie, parce que vous pouvez être entre guillemets en difficulté, vous pouvez être sur une prise d'objectif ou un combat rapproché à un moment ou à un autre, et puis d'un coup, hop, faire en sorte de faire ressortir une unité très puissante ou assez puissante qui va venir comme ça aider, compléter la tactique et pouvoir surprendre, je dirais, l'adversaire à un moment où potentiellement il se sentait en position de force. Donc, aptitude très intéressante. La charte d'unité de la semaine, c'est évidemment la charte d'unité du Chevalier Judicator. C'est notre nouvelle figurine de la semaine, bien sûr. Il a donc des caractéristiques assez classiques. 5 blessures, 6 de mouvement, 3 plus de sauvegarde et une bravoure à 8. Autrement dit, une bravoure à 8, sachant qu'il est tout seul. Bon, voilà. Autant dire qu'il ne ratera jamais un jet de déroute. Ça paraît assez logique. Ce qui est intéressant, c'est que ce Chevalier Judicator, il a des Griff Dog. Il a aussi 2 Griff Dog. Donc ça, c'est important aussi parce que ça va lui amener une aptitude supplémentaire. Entre autres, Fidèle Griff Dog. Comme vous le savez, donc il est associé avec sa paire de bêtes, hein, de bêtes d'Azir. Et la première fois que cette unité est placée sur le champ de bataille, vous devez invoquer sur le champ de bataille une unité de Griff Dog composée de 2 figurines et l'ajouter à votre armée. Ces Griff Dog donc doivent être à moins de 3 pouces du Chevalier Judicator et à plus de 9 pouces des unités ennemies. C'est-à-dire qu'au tout début de la partie, on peut invoquer sur le champ de bataille ces Griff Dog et les placer à côté donc de notre Chevalier Judicator. Ce n'est pas un sort d'invocation, il n'y a pas de sort d'invocation là, bien évidemment, mais voilà, on va entre guillemets les garder en réserve et on va pouvoir les faire venir directement. Bon, à la première fois dès que le Chevalier Judicator, on va devoir poser ces 2 Griff Dog. Pour moi, c'est pas une vraie aptitude, pour être très clair, parce que ça paraît logique que ces Griff Dog soient là. Ce qui est intéressant par contre, c'est que si on regarde bien, sur la charte d'unité, nous n'avons pas les caractéristiques de ces Griff Dog. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que ces Griff Dog là ne sont pas des compagnons. Ça, par contre, c'est important. Ça, c'est intéressant. Ce sont bien une unité de 2 Griff Dog qui viennent se rajouter au Chevalier Judicator. Ce qui veut dire que les Griff Dog du Chevalier Judicator ont les mêmes caractéristiques que l'unité de Griff Dog que nous avons déjà en réserve, que nous avons déjà dans notre armée. Deuxième aptitude, c'est le regard de Sigmar. Attention, c'est une fois par bataille, pas une fois par tour. Donc il va falloir faire très attention quand on va utiliser cette aptitude de regard de Sigmar. Une fois par bataille, donc
à la phase de tir, bien évidemment, on peut annoncer que notre chevalier judicateur va attirer le regard de Sigmar. Et au lieu d'attaquer avec une arme projectile classique, on va dire, eh bien, on va choisir un point sur le champ de bataille qui est à 30 pouces de notre unité, donc la même portée qu'avec son grand arc. Mais on va choisir un point particulier qui doit être visible. On va jeter un seul dé pour chaque unité ennemie qui est à 6 pouces de ce point. Et sur 4+, l'unité ennemie subira D3 blessures mortelles. Donc ça, c'est hyper important. Ça veut dire quoi? On va prendre la charte d'unité comme référence. Imaginons que je choisis ce point, ici. D'accord? C'est le point, voilà. Ce point. Eh bien, toutes les unités qui seront à 6 pouces, de ce point, pourront être visées grâce au regard de Sigmar. On va jeter un dé pour chaque unité. Si j'ai 5 unités dans ces 6 pouces, je vais jeter 5 dés. Et sur 4+, de chaque unité, je vais faire subir des 3 blessures mortelles sur les unités qui auront été touchées. C'est hyper important. Ça peut être dévastateur sur pas mal de petites choses. Parce que mine de rien, imaginons qu'on a 5 unités comme ça, on peut faire un D3 sur chacune, potentiellement, on peut faire 15 dégâts comme ça sur 5 unités différentes. C'est énorme. C'est énorme. 15 dégâts potentiels répartis sur les 5 unités. C'est génial, c'est génial. On va revoir ça, évidemment, avec les tutoriels. Reprenons le regard de Sigmar. Regard de Sigmar, donc on choisit un point, c'est notre épicentre. Je veux le regard de Sigmar. Je choisis mon point, je prends 6 pouces. Tous les personnages qui sont dedans, toutes les unités qui sont dedans seront visées. Je lance autant de dés qu'il y a d'unités. Un dé ici pour le boss, un dé ici pour les embrocheurs. Pour les embrocheurs, un 3, c'est en dessous de 4, pas de blessure. Le loup boss, lui par contre, il est à un 4, donc je lance un second dé pour déterminer le nombre de blessures mortelles. Ici, je lance un 2, ça me fait une blessure mortelle. Voilà, c'est très très simple, mais ça peut être dévastateur. Pour les fidèles Griffdog, et bien comme on l'a dit, à chaque fois qu'on va déployer notre chevalier judicateur, on va pouvoir donc placer une unité de Griffdog avec lui. Voilà. Et ce, même si on ne les a pas ajoutés à notre armée avant la bataille. Ça veut dire quoi? Ces compagnons donc, peuvent servir à défendre l'éternel, le chevalier judicateur, ou harceler les unités ennemies, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'ils ont, encore une fois, des caractéristiques spécifiques. Ils ne sont pas considérés comme des compagnons. Ce sont bien des Griffdog indépendants. Donc, ils seront placés, à ce moment-là, à 3 pouces de lui, bien sûr. Mais ce qui est intéressant, encore une fois, avec les Griffdog, c'est qu'ils ont des caractéristiques. Donc, le chevalier du judicateur est déployé par le joueur de l'ordre à la fin de sa phase de mouvement grâce à descendant de l'orage. Et avant la fin de la phase, le joueur donc place une unité de Griffdog. Et il faut que ces 2 Griffdog soient en cohésion, bien évidemment l'un par rapport à l'autre, donc qu'ils soient qu'à 1 pouce d'écart l'un par rapport à l'autre, et qu'ils soient placés au moment où ils arrivent sur le terrain, à 3 pouces du chevalier judicateur et à plus de 9 pouces des unités ennemies. Mais je rappelle que ces Griffdog ont derrière un mouvement de 9, une capacité de charge et surtout une petite aptitude qui s'appelle toucher en mouvement ou toucher en passant, je ne sais plus. Ce qui veut dire qu'ils vont aller combattre et puis reculer de 6. Ça peut être encore une fois très intéressant parce que ce ne sont pas des compagnons. Ce sont bien 2 personnages supplémentaires que l'on va intégrer à notre armée. Donc ça aussi, c'est pas mal. Dernier élément, et là bien sûr on va en parler tout à l'heure, c'est la bataille rangée 13. C'est un pari risqué. On va voir ça tout de suite avec la présentation et la bataille. En attendant, il ne reste plus qu'à tout préparer. Un pari risqué. Bataille rangée numéro 13. Les forces de l'ordre ont reçu des informations vitales de leurs éclaireurs. Les chefs de la WAG prévoient de se réunir afin de préparer la prochaine phase de leur assaut.
Une force de champions éternels, assemblée à la hâte, va frapper loin derrière les lignes ennemies pour une mission d'assassinat audacieuse. Mais les Oryx et les Grotz sont toujours prêts pour la baston. Les forces de la destruction comptent beaucoup sur l'influence de leur boss pour maintenir la cohésion de la WAG. Toutefois, si cette tentative d'assassinat échoue, elle pourrait bien renforcer la détermination des Oryx et des Grotz. Le destin peut favoriser autant l'ordre que la destruction. Nouvelle partie, nouvelle bataille rangée, avec évidemment l'Alliance de l'Ordre. Les Éternels de l'Orage sont spécialisés dans les frappes chirurgicales contre les monstres des tyrans. Ils attaqueront les forces de la destruction avec autant de précision et de zèle que lorsqu'ils massacrent les êtres les plus malveillants des royaumes mortels. Pour l'Ordre, cette semaine, on va retrouver évidemment notre nouveau chevalier Judicator avec ses 2 griffes d'og. Le seigneur Aquilor, garde du Somme d'Acier, le seigneur Impératant et la chevalesse Arcala. Pour les Cruel Boys et les villes du Fiel Obscur, la ruse est primordiale. Et quelle meilleure façon de prouver son astuce que de tuer des assassins. Les boss qui survivront à cette bataille pourront revendiquer une plus grande autorité sur les forces indisciplinées. Côté destruction, on retrouve alors le boss qui tue, avec son Grotte Surineur, le chaman vasomancien, le Louvre boss, Manok le rusé et Zarbag. Duel en haut lieu, donc. La bataille se fera comme d'habitude en 5 rounds. 5 rounds de bataille, je rappelle, c'est un round, un tour pour l'ordre, un tour pour la destruction. Dans chaque tour, 6 phases. Héros, mouvement, tir, charge, combat et déroute. Le territoire de l'ordre se fait sur 2 parties, ces 2 carrés-là. Évidemment, carrés, ce ne sont pas des carrés. Et la destruction viendra se positionner ici. On déploiera nos unités de façon assez classique, comme d'habitude. On a 3 points d'objectif au milieu. On placera aussi les 6 décors de l'antre primitif. Il faut que chacun soit à plus de 3 pouces d'une pièce d'objectif ou d'une autre pièce de décor. Le joueur de la destruction, en secret, va choisir un de ses héros pour représenter la cible et un héros ennemi qui sera le tribut. Autrement dit, parmi la destruction, un des héros de la destruction sera potentiellement la cible à abattre pour les Stormcast, et inversement, il y aura un héros qui pourra être pris en otage, on va dire, le tribut, côté Stormcast. Le but du jeu, évidemment, c'est le joueur qui a le plus de points de victoire à la fin du 5e round qui est déclaré vainqueur. Au début de son tour, chaque joueur marque donc un point de victoire pour chaque objectif qu'il contrôle. À la fin de la partie, si la cible a été tuée, le joueur de l'ordre marque 3 points. Et si le tribut, donc si le héros Stormcast a été tué, eh bien c'est la destruction qui marque 3 points de plus. Voilà. Donc ça va se jouer vraiment sur la capture des objectifs et sur la destruction des héros opposés. Une règle spéciale. Les éclairs fendent le ciel tandis que les champions de la destruction et de l'ordre s'affrontent. Les duels épiques éclatent alors que les guerriers légendaires repoussent leurs limites afin de triompher. Et donc à chaque phase de héros, on va pouvoir effectuer une action héroïque avec 2 héros au lieu d'un. On rappelle que les actions héroïques, c'est commandement héroïque, volonté héroïque, heure de gloire et guérison héroïque. Et ça, on le sait, bien évidemment. Bien sûr. Parce qu'on avait tous révisé. Est-ce que, au moins, tout le monde s'en rappelait? Je suis en train de rechercher dans les règles. Hop, les actions héroïques, pour ceux qui le cherchent, c'est donc au numéro 7.1. Les actions héroïques, commandement, volonté, heure de gloire, guérison héroïque. Voilà, donc pour chaque phase de héros, on va pouvoir faire 2 actions au lieu d'une.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tout simplement, comme on n'a que des héros, là sur le principe, ils sont tous des héros, eh bien, on va pouvoir avoir plus de possibilités parce qu'on a 5 héros de chaque côté. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Or, il n'y a que 4 phases héroïques, actions héroïques. Donc, on va pouvoir en faire 5 au lieu de 4. Voilà, c'est tout. Normalement, on ne devrait pas pouvoir faire plusieurs fois la même action. Mais là, comme on a 5 héros sur le même champ de bataille, eh bien, on nous laisse une petite spécificité sur cette partie. On va commencer comme d'habitude en faisant un jet de priorité pour savoir qui commence à se déployer. 5 et 6, ce sont les Stormcast qui ont l'initiative. Et on va débuter tout de suite par le Seigneur Killer qui va venir se positionner dans ce coin inférieur. De l'autre côté, ça va être vite fait parce qu'en fait, il n'y a pas on n'a pas de figurine qui va plus vite que les autres. Elle se déplace tout à 5, tandis que côté Stormcast, on a le Seigneur Killer qui se déplace à 12 et le Chevalier Judicateur qui se déplace à 6. Et c'est Griffdog qui se déplace de 9. Donc c'est pas anodin. Ceci étant, on va commencer par le Louvre Boss. Ensuite, évidemment, comme on vient de le dire, ce sont les plus rapides. On va faire, hop, voilà. L'idée, évidemment, étant d'aller chercher des points d'objectif le plus tôt possible. Ensuite, peu importe, je dirais, on va mettre Zarbag, ici, le Seigneur Impérator, avec son Griffdog d'un côté, le Shaman, Gardus, alors, ensuite, on va placer les éléments de décor. Pour les éléments de décor, eh bien, on va positionner hop, le plus gros ici, 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 là. Alors, nous allons notifier, bien évidemment, l'ordre 1, 2, 3, 4, 5, destruction, les totaux. Au dos, donc j'ai préparé comme d'habitude la feuille de score. Mais au dos, secrètement, pour moi, je ne vais pas vous dire qui je vais choisir comme tribu et comme cible, comme ça ne vous influencera pas dans le jeu et dans le visionnage de cette vidéo. C'est fait. J'ai noté secrètement qui sera la cible et qui sera le tribut. Je vais essayer de jouer le plus innocemment possible pour ne pas tenter de vous révéler le tout. C'est donc à l'ordre de débuter. Évidemment, nous allons débuter avec la première phase. Ça va être une première phase de héros. Cette première phase de héros, je ne pense pas qu'elle ait grand intérêt. Pourquoi ? Parce qu'on est à distance lointaine chacune de l'autre et qu'il n'y aura pas forcément possibilité d'atteindre justement. On a déjà plus de 12 pouces. Donc même de l'autre côté, il n'y aura pas de possibilité d'atteindre ces choses-là. Alors, on va commencer par la phase de mouvement. Phase de mouvement, on va débuter déjà par notre Seigneur Killer qui va faire un petit mouvement de 10 pour être pile au pied du tac. Ici, le Judicateur qui lui a 6 pouces, il va prendre avec ses deux. Ensuite, 5 pouces là et 5 pouces là. Très bien.
Et puis dernièrement, notre seigneur impératant qui lui va venir ici. Une fois la phase de mouvement faite, on va passer au tir. Le tir, on le sait, plusieurs de nos unités chez les Stormcast ont des possibilités de tir, en particulier le Chevalier Judicator, en particulier Gardus, qui a aussi une capacité de tir, mais à 12 pouces seulement, lui. Le Seigneur Aquilor, qui a aussi une possibilité de tir à 12 pouces. Et c'est déjà pas mal. Et le Seigneur Impératant, qui a lui 18 pouces. Donc, on va prendre les premières mesures. On est à plus de 12 pouces, pas de souci. Est-ce qu'on est à plus de 18 ? On est à plus de 18. Par contre, le Chevalier Judicator, lui, il est à 30 pouces de portée. Il va pouvoir toucher tout le monde. C'est le seul qui va pouvoir attaquer au tir sur cette première phase. On n'avait pas choisi, je n'avais même pas pris les hauts, tant pis, c'est pas grave. Hop. Il y a 3 et 2 points de commandement normalement. Le Chevalier Judicator, il a donc 2 attaques à 30 pouces. 2 attaques, il touche à 3, blesse à 2. Il touche à 3, il fait 2 touches. Et il blesse à 2. Et attention, j'ai pas dit qu'il tirait. Voilà, il va tirer sur le chaman. Tiens, voilà, ça c'est fait. Il fait 2 blessures, perfo de -3, c'est énorme. La perfo va toucher évidemment. Et il fait 2 blessures, 2 touches, perfo de -3, impossibilité de se sauvegarder pour le chaman parce qu'il a une sauvegarde à 5+. Et donc, il va prendre 6 blessures. Ça commence bien, parce que 6 blessures, ça veut dire qu'il décède automatiquement, directement, avant même d'avoir commencé le jeu. Bravo, félicitations à vous. Merci au Chevalier Judicator. C'est pas mal. Wow. Ok. Bon, ben, ça démarre bien. Phase de tir finie, phase de combat impossible, phase de charge pas d'intérêt pour l'instant, phase de déroute, bah c'est réglé. Allez, on passe à la destruction, qui j'ai l'impression va prendre une bonne dérouille si ça se passe comme ça. Ça va être très chaud là quand même. Ah ouais, le Judicator il est très 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 fort quand même, j'avais pas fait attention. 2 attaques, touche à 3, blesse à 2, ça c'est déjà hyper puissant. Mais surtout, perfo de -3 et 3 dégâts. C'est énorme. C'est énorme. 3 dégâts par blessure. Bon. C'est au tour, évidemment, de la destruction. La destruction qui sont les Storky, qui va tenter de se déplacer pour faire quoi que ce soit. C'est-à-dire pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose à faire là. 5-5. Et puis on va tenter d'avancer un petit peu. Tac. Alors, on se met beaucoup à couvrir côté destruction, c'est normal, hein, il va falloir se protéger. Parce que clairement, on l'a vu, ça peut vite partir en live. Seul Manoc a une arme de projection. Ici, arme de jet. C'est une portée à 3D de 6, potentiellement jusqu'à 18. Là, il a une portée de 9 pouces. Ce qui l'amène tout juste sur le Chevalier Judicator, sur le Seigneur Aquilor. 3 attaques, touche à 4, blesse à 5. Pas terrible, touche à 4. Il a 2 touches. Il a les armes croûtées de venin. Il y a eu un 6. On a déjà une blessure mortelle. Et il blesse à 5. Le deuxième qui ne blesse pas. On a une seule touche, un dégât. Voilà, que l'on matérialise tout de suite. Pas terrible. Ensuite, on est sur la phase de charge. Potentiellement, Manoc va pouvoir tenter 7. Il n'est pas en capacité de charger. C'est la fin de notre phase de charge, fin de notre phase de combat, pas de phase de déroute. On va s'arrêter là, passons au deuxième tour. Ça risque, je vous le dis, d'être très 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 rapide comme bataille. Allez,
initiative. C'est encore l'ordre qui prend l'initiative. On est au deuxième tour, ils ont un point, parce qu'ils maîtrisaient cet objectif-là. Pas d'objectif pour la destruction. Là, on est trop loin pour être maîtrisé. Donc, il y a 1-0. L'ordre va garder l'initiative. Ça paraît assez intelligent. On va débuter potentiellement avec une phase de héros. On va voir s'il y a des choses à faire. Alors, on est à plus de 12 pouces pour le chevalier, la chevaleresse Arcanum, qui est le seul sorcier, si je ne me trompe. Si je ne me trompe pas. C'est le seul sorcier de notre armée. Malgré tout, elle va pouvoir, elle va pouvoir donner un trait héroïque, sachant qu'en plus, non, il y a toujours un chaman de l'autre côté, il y a toujours Zarbag qui va pouvoir annuler ce sort. Un trait magique pas un trait magique, un bouclier mystique sur le chevalier Judicator. 10. Zarbag qui va tenter de contrer ça, il fait 12. Le bouclier mystique est annulé. Potentiellement, on peut tenter, ce que l'on disait tout à l'heure, de lui donner des actions héroïques. Des actions héroïques. Rappelons-nous, est-ce qu'il y en a qui peuvent être intéressants? Bien, on peut donner une heure de gloire. On va donner une heure de gloire d'ailleurs, avec une action héroïque. En plus, ça fait un point de commandement au moins. Pas. On va donner une heure de gloire. À notre chevalier Judicator. Ça va lui rajouter 1 à tous ses jets, de blessure. Pas à ses jets de touche, mais bien ses jets de blessure. Il va avoir un 1, ce qui veut dire qu'il va blesser. C'est encore pire, encore plus une boucherie. Il va blesser à 1+. C'est énorme. On va faire un truc de feu. Allez. Et justement, on va passer à la phase de tir. Mais d'abord, on va faire les phases de mouvement. Avant de faire la phase de tir. Phase de mouvement, on va peut-être rapprocher encore notre... Voilà. On va passer ici. On va avancer ici, 8, 9 d'ailleurs, voilà, comme ça je suis assez loin mais assez près. Ici, notre Seigneur Impérator est à moins de 3 pouces de notre objectif, donc il tient l'objectif, d'autant plus qu'il avait été détenu auparavant par le Seigneur Judicator, par le Seigneur Aquilor. Le Judicator, lui, eh bien, on va peut-être potentiellement pouvoir le rapprocher. Pourquoi ? Tout simplement profiter de ces tirs. 5 pour Gardus, 5 aussi pour la chevaleresse. On va passer à la phase de tir. Phase de tir, c'est le chevalier Judicator évidemment qui va débuter. 2 attaques. Il va commencer à attaquer. Il a une visibilité sur aucun de tous, donc ils sont tous à couvert. Aucune visibilité directe. Là-bas, donc il faudra plus 1 pour toucher. Mais ce n'est pas un souci, il a 2 dés d'attaque, il touche à 3, blesse à 1 pendant ce tour.
sachant qu'il doit toucher avec un plus 1, ça va être touche à 4, blesse à 1. 2 dés, il fait 2 touches, il blesse à 1, autrement dire qu'il blesse, voilà. Il fait donc 2 blessures, perfo de -3, le boss qui tue a une perfo de 3+, ce qui veut dire qu'il faut faire des 6 pour sauvegarder. Il fait 2-6, il sauvegarde ses 2 blessures. C'est monstrueux. Il vient de se sauver la vie tout seul. C'est magique. Parfait. Gardus potentiellement... Gardus, il a une possibilité de tir à 12 pouces. Est-ce qu'on est à 12 pouces? Non, on est plus. Le Seigneur Impérator, lui, il a 18 contre... Hop. Et bien 18 pouces, il va pouvoir attaquer. Il a des 6 d'attaque. Il fait 6. 5. 6. Il a touche à 3+, et blesse à 3+, normalement. Sachant que là, il est à couvert, il va blesser donc à 4. Il va toucher à 4+. Il touche 5 fois. Blessé à 3+. Il blesse 5 fois. Perfo de -1 contre Manok qui a une sauvegarde à 4+. Ce qui veut dire qu'il va falloir faire des 5 pour se sauvegarder. Il fait 2. Il prend 3 dégâts. 3 dégâts, c'est ça. Hop, 3 dégâts. Que l'on matérialise de suite. Le Seigneur Aquilor, lui, il a 4 attaques. Il voit en direct. Il est en direct. Il n'y a pas de couvert entre les deux. Il attaque et touche à 3. Blesse à 3. Il fait 2 touches. Blesse à 3. Il fait 2 blessures. Perfo de -1. Donc on est sur du 5+ pour sauvegarder pour Manok. Qui ne fait pas de sauvegarde. Il perd encore 2 points de vie. On passe maintenant à la phase de charge. Phase de charge, le Seigneur Aquilor va tenter de charger. Sans aucun souci, il arrive en contact de Manok. Les Griffdog qui vont potentiellement pouvoir tenter de charger. Ils font 8, ils vont être, je pense, éminents. Ils vont rater leur charge. Bon. J'aurais pu les faire attaquer indépendamment parce qu'ils sont indépendants du Chevalier Judicateur, donc j'aurais pu les faire avancer de 9 et non pas de 6 comme je venais de le faire. Le Chevalier Judicateur, il a une possibilité aussi d'aller attaquer et de charger donc le boss qui tue. C'est ce qu'il va faire, il fait 6, il n'est pas à distance de charge, il rate donc sa charge. Le seul combat de mêlée sera entre le Seigneur Aquilor et donc Manok le rusé. Ici, pour le Seigneur Aquilor, nous avons 3 attaques possibles. La première avec sa lame sidérale qui touche à 3, blesse à 3. Perfo de -1. On a 3 touches. Blesse à 3. Une blessure. Perfo de -1. Il faut donc un 5 pour Manok. Il fait 3. Il prend une blessure. C'est sa 6e. Il sort du jeu. Quand je disais que ça pouvait être une dérouillée rapide. Nous avons déjà 2 personnages qui sont sortis du jeu côté destruction. C'est la fin de la phase du tour des Stormcast. Et donc on passe au tour de la destruction. Il reste donc 3 personnages à la destruction. Notre boss qui tue son pote Swiner, le loup boss et donc Zarbag. Zarbag va pouvoir lancer un sort. Son sort, c'est évidemment un trait magique contre le chevalier, contre le Seigneur Aquilor qui a 8 points de vie, donc autrement dit, il est assez tranquille. Il fait un 7. Le chevalier Arcanum va tenter de répondre. Elle fait 5, c'est raté. Des 3 blessures mortelles. 2 blessures mortelles. Toc.
n'y a pas grand chose à dire, il n'y a pas grand chose non plus à faire de ce côté-là, c'est assez dur. Hein. C'est assez dur. On va passer à la phase de mouvement, bien évidemment. On va potentiellement se donner des actions héroïques. Je vois pas, honnêtement, je vois même pas ce que ça va changer. Peut-être l'heure de gloire, bien sûr. Une heure de gloire pour le Louvre Boss. Ouais, une heure de gloire pour le Louvre Boss qui va se déplacer de 5. Ici. Zarbag qui va aussi se déplacer de 5, bien évidemment, qui va venir tenter d'attaquer. Perdu pour perdu. Je dirais que voilà. Côté destruction, on va tenter de charger. Bon, pour le Louvre Boss et pour le Zarbag, c'est fait. 9 pour le boss qui tue. Ils sont de retirer une qui vont dire en direct sur les griffes d'Hug. Parce qu'il n'y a pas grand intérêt, mais c'est surtout pour éviter que derrière ils viennent les attaquer. Même si, bon, je pense que je sais pas si c'était la meilleure idée. On va débuter avec le Louvre Boss. Le Louvre Boss pour la phase de combat. Le Louvre Boss, parce qu'on n'a aucune arme de tir sur ces petits personnages. Le Louvre Boss, il va débuter avec 5 attaques. Il touche à 3, blesse à 3. Superbe. Il fait 2 touches. Raté. Il fait 2 blessures. Perfo 2 -1. D4 pour le Seigneur Killer qui rate ses 2 sauvegardes. Et donc c'est donc 2 fois 2 D3 mortels. Ça fait 4 blessures infligées au Seigneur Killer, ce qui monte son total à 6. 2, 3, 4, 7. Le Seigneur Killer va pouvoir répondre. Ou bien non, ce sont les griffes d'Hug qui vont attaquer direct. Parce qu'après tout, le Seigneur Killer a encore quelques points d'avance. 2, 4, 6, 8. 2 griffes d'Hug, 4 attaques, touche à 3, blesse à 4. Alors, touche à 3. Toc, 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 toc. Alors, donc 5 touches. Blesse à 4. Une blessure. Le boss qui tue a une sauvegarde à 3+, qui est sauvegardée. C'est maintenant. Eh bien, c'est maintenant un Zarbag. C'est maintenant un Zarbag qui va tenter le coup. Il a 3 attaques, touche à 3, blesse à 3. Il fait 2 touches. Ah, j'ai oublié que je lui avais mis une action héroïque. Il touche 2 fois, il blesse 2 fois. Sauvegarde à 3+, avec un -1 de perfo, donc à 4+. Aucune sauvegarde, il prend donc 4 dégâts supplémentaires. On était à 7, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Pas de chance, il a... Et si, parfait. Le Seigneur Killer est retiré du jeu. C'est parfait pour la destruction. Et voilà. C'est au tour maintenant du boss qui tue de tenter de taper. Hop. 4 attaques. Touche à 3, blesse à 3. N'oublions pas qu'il les a un côté de venin, qu'il n'y a pas de sauvegarde côté Griff Dog. Il n'y a pas de 6, mais touche à 3. Il y a 3 touches. Blesse à 3. Une blessure. 2 dégâts. 1 Dog qui sort du jeu. Deuxième attaque avec le surineur. Touche à 4, blesse à 4. Avec les armes côté de venin. 2 touches. Blesse à 4. 2 blessures. 2 dégâts. Le deuxième sort du jeu. Parfait. C'est la fin du tour
de la destruction. La destruction qui eh bien, ne marque pas de point, mais l'ordre, oui. L'ordre qui maîtrise toujours cet objectif-là. Là, non, ils sont à peu près égale distance. Est-ce qu'au final, là, on a demi, là, un tout petit peu plus loin, non. Non, ils se combattent l'objectif. On va dire qu'ils ne l'ont pas. En fait, j'en sais rien. Donc, je vous avouerai que je ne vais pas le comptabiliser. On passe au troisième tour. Troisième tour, on va faire un jet d'initiative comme d'habitude. 1 et 5. C'est au tour de la destruction d'avoir l'initiative. Que va faire la destruction ? Évidemment, elle va prendre l'initiative. Elle va prendre l'initiative. Donc voilà, 2 et 3. Alors, à combien sommes-nous de distance ? Déjà, première chose à savoir, on est à 15 pouces, donc Zaharbek ne va pas pouvoir lancer de sort. Par contre, on va utiliser un point de commandement pour faire en sorte que notre boss qui tue puisse lui lancer un sort. Donc ce sera évidemment un trait magique contre le chevalier Judicator ou contre la chevaleresse ou Gardius, mais non, ce sera le chevalier Judicator qui est peut-être le plus perforateur. Il fait 7, la chevaleresse va tenter de dissiper ce sort, qui a fait 4, le sort passe. Il fait 4 aussi sur les blessures, on a donc 2 blessures sur le chevalier Judicator. Deuxième chose, c'est la phase de mouvement, ou bien peut-être une action héroïque. Une action héroïque, ce qui prête une bonne idée. Une action héroïque potentiellement sur qui ? Pourquoi pas une action héroïque sur notre ami le loup boss. Une action héroïque sur le loup boss, donc il va blesser avec un supplémentaire. C'est pas une mauvaise idée. On va passer donc à la phase de mouvement. Phase de mouvement, bon bah là, évidemment, on va aller venir se rapprocher ici. Phase de mouvement là, du loup boss qui va venir ici. Zaharbek qui va se balader et qui va venir ici. Pas de tir. Donc phase de charge directement. Pour Zaharbek, c'est raté. Pour le loup boss, il fait 11. Lui, hop, il va être dessus. Sans aucun souci. On passe donc à la phase de combat. Phase de combat, on va évidemment débuter avec le loup boss. Pourquoi évidemment ? Parce que c'est lui qui a le plus d'attaque et en plus comme il a une action héroïque, autant s'en servir et ne pas perdre la possibilité de gagner des points. 5 attaques, touche à 3, blesse à 3 normalement, donc la blesse à 2 et perfo de moins 1. Donc touche à 3, il fait 4 touches. Il blesse à 2. Il fait 3 blessures. Perfo de moins 1 contre le seigneur impératant qui a une sauvegarde de 3+, ça fait un 4+ pour sauvegarder. Sauvegarde à 4+, il fait malheureusement qu'une seule blessure. Dégâts, 1 des 3 dégâts, ça fait 1 dégât. Ça n'avait aucun intérêt. Notre action héroïque n'a pas amené les résultats escomptés clairement.
C'est au chevalier judicateur, hein, c'est ce qu'il y a de plus intelligent, sachant que le seigneur impérator vient de se faire attaquer, il n'a pas d'urgence à contre-attaquer. Donc c'est le chevalier judicateur qui va attaquer directement. Lui, il a 3 attaques. 3 dés d'attaque, touche à 3, blesse à 3, perfo de moins 1. Touche à 3, il fait une touche, blesse à 3, une blessure, sauvegarde à 3+, avec le perfo de moins 1 à 4+, c'est pas sauvegardé. Et donc c'est une blessure contre le boss qui tue. C'est au boss qui tue justement, qui a 4 attaques, touche à 3, blesse à 3 avec les armes protées de venin, perfo de moins 1. Il fait un 6, il y a une blessure mortelle, il y a un 4 et un 3, c'est bon. On a 2 touches, 2 blessures. Sauvegarde pour le chevalier judicateur à 3+, et le moins 1, ça fait 4+. Il fait une sauvegarde et une blessure, donc il y a 2 blessures, donc 4 dégâts qui viennent se rajouter aux 2 qu'il avait déjà, et il sort du jeu. C'est maintenant au seigneur impérator. Seigneur impérator, il a 4 attaques, alors touche à 3, blesse à 3. 2 touches, blesse à 3, une blessure, perfo 2 moins 1, c'est pas Zarbac, c'est le boss, il a une sauvegarde à 4+, avec la perfo ça fait 5+, il fait 4, 5, pas sauvegardé, il prend 2 dégâts. 2 dégâts. Ensuite, le Griff Dog, lui, il a 4 attaques. 4 attaques. Touche à 3. 3 touches. Blesse à 4. Aucune blessure. Parfait. C'est au tour des Stormcast. Pour les Stormcast, eh bien, très simplement, ici, pas de mouvement possible. Il y aura possibilité d'un tir contre le loup boss. Là-bas, ça va bouger. Et avant cela, on va lancer un sort de la chevalière arcanum contre, évidemment, le boss qui tue. 10. Tentative de Zarbag d'annuler ce sort. Il fait 7. Le sort passe des 3 blessures mortelles. Une blessure. Rappelons que le boss qui tue a 6 points de blessure. Mouvement, bien sûr, on y go. Pas de charge, pas besoin. Et on commence les batailles. On va commencer avec le seigneur impérator. Le seigneur impérator, il a 4 attaques, touche à 3, blesse à 3. Touche à 3, il fait 3 touches. Blesse à 3. Il fait 3 blessures. Perfo de moins 1, Zarbag et le boss se mettent à 4+. Il prend 2 blessures, donc 4 dégâts. 4 dégâts, il a 5 points de vie. Le loup boss dégage. C'est au tour du boss qui tue. Le boss qui tue, lui, il a 4 attaques dans un premier temps avec son charcuteur, touche à 3, baisse à 3, moins 1, 2, perfo et les armes protées de venin, bien évidemment. 1 et 2 touches. Il blesse à 3. Une blessure qui sera ajoutée à la blessure mortelle. Blessure, donc perfo de moins 1, il avait attaqué qui, je ne l'ai pas dit, bien ce sera, peu importe, la chevalière arcanum pour éviter qu'ils prennent d'autres coups comme ça, à la con. Elle a une sauvegarde de 3, avec la perfo de moins 1, on est à plus 4. Elle ne sauvegarde pas, elle prend donc 2 fois les dégâts, ce qui fait 4 blessures. Ch'touk. Voilà qui est fait. Ensuite, nous sommes avec le grotte surineur qui lui a 3 attaques, blesse à 4, touche à 4, ou l'inverse, il n'a pas d'arme protée de venin parce qu'il n'a pas fait de 6, touche à 4, il fait une blessure, sauvegarde à 3+, elle fait 4, c'est sauvegardé, pas de soucis. Et c'est à elle,
à la chevaleresque Arcanum de pouvoir répliquer potentiellement. Elle a 3 attaques, touche à 3, blesse à 4, 3 touches, blesse à 4, 2 blessures, sauvegarde à 4+, 3+, plus le 1 de la perfo, 4, 2 sauvegardes. C'est au tour maintenant de Gardus qui lui a 5 attaques. Touche à 3, blesse à 3. 3 touches. Blesse à 3. 2 blessures. Sauvegarde -1. Donc sauvegarde pour du 4. Une sauvegardée, une prise. Ça fait 2 dégâts supplémentaires sur le boss qui tue. Qui a maintenant 4 blessures. Et c'est la fin du tour des Stormcast. C'est donc maintenant bien notre 4e tour. 4e tour. Jeu d'initiative, bien évidemment. 5 et 6, c'est la destruction qui a l'initiative. Et ça tombe bien pour... Je dirais que ça tombe bien pour le boss qui tue. Alors, d'un côté, nous allons avoir potentiellement... Alors, nous sommes à combien? Et on compte les points, bien sûr. On a oublié de compter les points. 1-0. Toujours. Car seul ici, maîtrisé. On est à distance en phase héroïque, en phase de héros, on est à distance de tir pour un trait magique. Donc Zarbag va tenter un trait magique sur un 5+, il fait 3, il rate son trait magique. Superbe. Malgré tout, on va utiliser un point de commandement pour le boss qui tue, qui va lancer un sort contre la chevaleresque Arcanum. Il fait 6, le sort passe, qu'est-ce qu'il va être? Elle fait 7, il est annulé. C'est superbe. Phase de tir, il n'y en a pas. Phase de combat, on est parti. 4 attaques, touche à 3, blesse à 3 contre la chevaleresque. Il y a un 6. Et il y a une touche. Et une blessure mortelle déjà. Et une deuxième blessure, sauvegarde à 4. 3 plus 1. Sauvegarde à 4, c'est sauvegardé. Ça fait quand même 2 dégâts. On est à 6 dégâts, ça tombe bien. Elle avait 6 points de vie. Hop, c'est fait. Ensuite, c'est au tour du grotte surinaire. Le grotte surinaire, lui, il a 3 attaques. Touche à 4 de ses 4. Il fait une blessure mortelle. Et rien d'autre. Toc. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, je suis parti direct sur la phase de combat. J'ai pas fait ma phase de mouvement. J'ai pas fait ma phase de charge. Oh, le débile. Voilà, donc j'ai raté évidemment la possibilité pour Zarbag de faire quoi que ce soit. Voilà, je vais voulu aller tellement vite que j'ai fait n'importe quoi. C'est pas grave. Gardus va donc se venger de ce n'importe quoi avec son 5+, son 5 qui attaque, touche à 3, blesse à 3. Il fait 3 touches, il blesse à 3. Il fait 2 blessures. Et il n'y en a qu'une seule qui est sauvegardée. Il fait donc 2 dégâts supplémentaires. Ça fait 4, ça fait 6. Ça fait que... ouais, ça sert à rien d'aller plus loin. Voilà. Je n'utilise même pas l'aptitude. Retenez-le, hein, ça ne sert à rien. Parce que de toute façon, si c'est pas ce tour-ci, c'est au tour d'après qu'il aura été mouru. Tant pis. Oh mais je suis débile. Enfin bon, passons. Bon, c'est le tour des Stormcast. Évidemment, les Stormcast, eh bien, ils sont en possession maintenant de cet objectif. Ils sont aussi en possession de cet objectif. On est déjà à 2 points, sans rien faire, magnifique. Il n'y a plus de sort possible, sauf si, eh bien, on en donne un avec un point de commandement au Seigneur Impérator, qui va tenter de lancer un sort contre Zarbag. Il fait 7, le sort passe. Il n'est pas annulé, il fait 5, donc 3 blessures mortelles contre Zarbag. On est bien. Oh, l'erreur qui va peut-être jouer complètement
en la défaveur de la destruction. C'est fou ça. Ensuite, eh bien, on a déjà cette partie-là. Je vais me m'ouvrir de 5. Hop, comme ça je suis en plein milieu. Regardez là, c'est pas beau ça? Je suis à 3 de l'un et 3 et 3. Voilà, je suis au milieu. J'ai les deux objectifs. Je vais pouvoir me déplacer de 5 ici. Question de rigoler. Comme ça, j'ai bien l'objectif. Pas de souci. Mon petit seigneur impérator pour attaquer. Il a D6. Il fait 2. Touche à 3. Blesse à 3. Perfo de -1. Qui fait 2 touches. Il fait une blessure. Perfo de -1. Zarbag une sauvegarde à 6. Il ne peut pas sauvegarder. Il prend donc une blessure supplémentaire. Il est à 4 blessures. C'est le moment de la phase de charge. On va charger évidemment 7. 7, on arrive dessus. Et c'est la fête. C'est la fête. Ouais, bon bah voilà, je crois que c'est la fin. 4 attaques. 4 attaques pour Seigneur Impérator. Touche à 3, blesse à 3. Il va pas une touche, superbe. 4 attaques pour le Griff Dog. 3 touches. Blesse à 4. 2 blessures. Sauvegarde à 6. 2-6. C'est sauvegardé, c'est hallucinant. Zarbag qui va répondre. 3 attaques, touche à 3, blesse à 3. Une touche lui par contre, et blesse à 3. Il ne blesse pas. C'est la fin, 3 tours. 3, 0. Initiative sur le dernier round. Et c'est la destruction qui prend l'initiative parce qu'il y a eu match nul. C'est elle qui avait l'initiative auparavant. C'est Zarbag donc qui va commencer à lancer un sort. Il fait 10. On va tenter de... Est-ce que... je fais des conneries. Bon. De toute façon, il prend des 3 blessures mortelles. Il prend 2 blessures. Hop, il lui en fait 3. Et c'est à Zarbag. Zarbag, il a 3 attaques, touche à 3, blesse à 3. Il fait 2 touches. 2 blessures. Perfo 2 -1. Enfin, des 4, il fait 2. Ça prend 2 blessures de plus, ce qui l'emmène à 5, 4, 5. Et c'est au Seigneur de répondre, qui va être très rapide. Voilà, 4 touches, 2 blessures, pas de possibilité de sauvegarde avec la perfo de -1, ça fait 4 dégâts supplémentaires. Zarbag dégage, il n'y a plus de destruction, c'est la fin de la partie. C'était magnifique. Bon, évidemment, vous l'aurez compris, la destruction ne prend pas de points. À l'inverse, l'ordre, lui, va prendre 6 points sur ce tour. Donc, c'est évidemment une dérouille de 12 à 0. Pourquoi ? Eh bien, parce que, comme vous allez pouvoir le voir, j'avais noté, Zarbag était la cible et le Seigneur Impérator de l'autre côté était le tribut. Il n'y a pas eu défaite du tribut, par contre il y a eu défaite de la cible sur ce dernier tour, donc c'est déjà plutôt pas mal. Par contre, comme d'habitude, j'ai voulu aller trop vite sur certains aspects, donc j'ai oublié, ne serait-ce que sur le tour 4, là je suis allé beaucoup trop vite, j'ai pas pu faire bouger Zarbag, je l'ai pas pu faire charger, bouger, charger, attaquer, etc. J'ai perdu un tour, clairement, et donc une possibilité
de tuer le Seigneur Impérator, potentiellement. Derrière, il y a eu plein d'autres trucs. Techniquement, il va falloir que je revoie. Je pense que vous avez peut-être dû vous en apercevoir, ou si c'est pas le cas, n'hésitez pas à m'en faire part. Il va falloir que je revoie, à mon avis, les sorts, les actions héroïques. Parce que les actions héroïques, quand je les relis, je me dis qu'il y a un truc. Je reprends la volonté héroïque. La volonté héroïque, choisissez un héros ami qui n'est pas un sorcier. S'il s'agit de la phase de héros adverse, le héros peut tenter de dissiper un sort à cette phase, comme s'il était un sorcier. S'il s'agit de votre phase de héros, le héros peut tenter de conjurer un sort persistant à cette phase, comme s'il était un sorcier. Vous ne pourrez tenter de dissiper ou de conjurer le même sort ou sort persistant qu'une seule fois pendant la même phase. Ce qui veut dire que cette volonté héroïque ne permet que d'avoir une action défensive. Si je ne me trompe pas, depuis le départ, je m'en sers pour attaquer. Pas forcément la bonne idée. Pas forcément, surtout une possibilité. Donc voilà, écoutez, encore une fois, beaucoup de choses à revoir, beaucoup de choses à relire, beaucoup de choses à réapprendre. Et oui, ça a beau être notre 20e, 25e ou 30e partie, mine de rien, il y a pas mal de choses qui sont un peu floues dans ma tête. Et donc certainement un peu flou dans la vôtre, en tout cas, si c'est pas le cas, tant mieux pour vous. N'hésitez pas à me faire des remarques sur les commentaires pour que je ne me trompe pas pour les prochaines parties. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite escarmouche là entre héros vous aura plu. Ça a été assez rapide, mais voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Et en tout cas, moi, ça m'a bien tenté. C'était bien sympa de jouer tout ça et de voir le chevalier Judicator à l'œuvre, même si honnêtement il aurait pu faire beaucoup plus de dégâts si j'avais été un peu moins bourrin et un peu moins dans l'offensive avec les Stormcast. Voilà. Bon, en tout cas, c'est comme ça. Je vous laisse là-dessus. Je vous embrasse. Je vous dis surtout à très vite. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao. Bye bye. Salut. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, eh bien abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire et suivez-moi sur Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien et jouez bien. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.